Alors, il fallait acquérir les animaux. Et là, j'ai été chercher. euh, En Allemagne, il y avait la famille Ruhr qui gérait deux grands parcs, à Gelsenkirchen et Hannover, et qui étaient marchands d'animaux. À l'époque, il y avait des marchands d'animaux exotiques, hollandais et allemands, mais essentiellement. Et pour commander des animaux. Alors, ils les achetaient au parc zoologique ou ils les faisaient venir d'Afrique. Il n'y avait pas autant de parcs zoologiques que maintenant. Et il y avait beaucoup plus d'animaux dans la nature qu'aujourd'hui, infiniment plus. Et donc, à l'époque, bon, maintenant c'est fini. Il n'y a plus aucun marchand d'animaux autorisé en Europe, aux États-Unis. Les animaux, il faut les reproduire dans nos parcs. On a également là un changement de génération. Et donc, avec le père et le fils Roueux, je fais mon marché. Et les animaux sont venus pour moitié des parcs zoologiques européens et pour moitié ils sont venus d'Afrique. Euh, Quand ils arrivent, les camions qui suivent sur la route, gros camions avec des caisses en bois, avec dedans des zèbres, des girafes, les éléphants sont venus à part. Et puis on a mis les caisses, il y avait 200 caisses, le premier lâché, 200 caisses en ligne, face à la grande plaine africaine. Les soigneurs, au-dessus, on déclouait pour soulever la trappe et l'animal sortait avec devant lui 1000 mètres de territoire en ligne droite. Donc, à chaque fois qu'on ouvrait une trappe, l'animal sortait en courant, courait 100 mètres à paniquer, puis il s'arrêtait, puis se mettait à brouter, puis les autres arrivaient. C'était la minute de vérité. Je me rappelle, j'étais à côté de mon père, il y avait le garde-chasse qui était le chef animalier, on va en revenir d'ailleurs, parce que le garde-chasse, il y avait Rinkel qui était le chef animalier allemand, et le garde-chasse Nicolas qui était le jardinier français. On jouait le sort du domaine, et ça allait marcher, ça a marché de manière remarquable, et dans les 3 jours qui suivaient, tous les troupeaux étaient constitués avec le chef, le bouc émissaire, impeccable. Et il n'y avait pas de compétition entre espèces. Et j'avais raison de dire qu'il n'y a pas de compétition en espèces. En Afrique, chaque espèce a sa niche écologique de nourriture. La girafe, elle mange en haut, les céphalophes, elles mangent en bas. Il y a ceux qui cueillent les feuilles, il y a ceux qui broutent l'herbe, il y a ceux qui prennent le haut de l'herbe, ceux qui prennent le milieu de l'herbe, ceux qui prennent le bas de l'herbe. Donc, les animaux africains sont habitués à mélanger les espèces. Pourquoi? Parce que plus on approche l'équateur, ça c'est un point très important, plus on approche l'équateur, plus il y a une grande augmente la variété des plantes, augmente. Dans la forêt équatoriale, vous avez des milliers d'espèces. Nous, en Europe, on est pauvres. Plus on monte vers le nord, moins il y a d'espèces végétales. Alors, une futaie de chêne, c'est impossible en Afrique. Il y a un okoumé tous les 50 hectares. Toutes les espèces sont mélangées. Et du coup, les espèces végétales étant mélangées, les espèces animales se sont adaptées. Donc, chacun a sa niche écologique, prend sa part. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition entre les espèces. La compétition, elle est à l'intérieur de l'espèce, l'histoire du bouc émissaire que j'ai raconté tout à l'heure. Donc, que ce soit l'entente à l'intérieur du troupeau et le mélange des espèces, il n'y a eu aucun problème et ça fait plus de 50, maintenant ça fait 52, 53 ans, oui, de 1968, oui, ça fait 52 ans que là-dessus, on n'a pas de problème, les animaux ne s'entretuent pas. Alors j'étais tout content, j'ai écrit une belle lettre au Muséum d'histoire naturelle pour dire que ça s'est très bien passé et tout. Réponse. Oui, mais cet hiver, comment fera Monsieur de la Panouse quand il va neiger? Il fera froid, il va être obligé de rentrer les animaux, ça va être une mission impossible. Et une fois à l'intérieur, ils vont se taper dessus parce qu'on va retrouver des conditions de parc zoologique traditionnels. Alors j'avais imaginé, et elle existe toujours, une maison labyrinthe. C'est-à-dire que c'est une maison où les boxes sont groupées par 4, avec 4 portes à l'intérieur, des portes à l'extérieur, un couloir périphérique et des portes de sortie. Ce qui fait que quand une espèce dominante fait le tour de la maison la nuit, elle
les autres peuvent sortir par une porte et rentrer par l'autre. Ça fait un labyrinthe, la maison labyrinthe. Et le bouc émissaire d'un troupeau, s'il arrive, il tombe sur son chef et les femelles dans un ensemble de box, il fait demi-tour, il va occuper un autre box. Et maintenant, c'est plus nécessaire, parce que maintenant, les antilopes ont vraiment appris, et elles se partagent la maison, ce qui fait que ça fait moins de travail pour les soigneurs. En fait, les antilopes, d'elles-mêmes, ont pris des box, donc le soir en hiver, on les fait rentrer, chacun prend son groupe de boxe. On n'a plus besoin d'utiliser la fonction labyrinthe, mais il existe toujours. Et comme c'était un bois, j'avais fait ça en bois imputrescible, un bois exotique imputrescible, avec des vis en cuivre. La maison est comme neuve. Aujourd'hui, 50 ans après. J'ai toujours voulu faire la qualité pour que ça dure, parce que j'habite un château qui a 450 ans, le coût d'entretien est déjà cher, donc il faut toujours... J'ai appris à mettre la qualité pour la durée, parce que les successeurs ne soient pas obligés de reprendre à zéro les investissements, donc on investit ici toujours à long terme. Puis quand on plante un arbre, maintenant tous les arbres que je plante, je ne les verrai jamais adultes. Mais je peux les imaginer adultes. Je dois les imaginer adultes, parce que quand on plante un arbre, il faut imaginer qu'est-ce qu'il sera 50 ans après, où on voit dans des jardins de banlieue des cèdres devenir immenses. Dans un jardinet, j'aimerais pas dormir dans la maison après la tempête des 99, où les cèdres ont très mal résisté. Se retrouver avec le cèdre sur la maison, ça peut être dangereux pour les habitants. Et donc, il faut savoir, quand on plante des arbres dans des parcs comme les nôtres, il faut imaginer l'évolution dans le temps de la végétation. C'est un exercice passionnant. Donc, ça a été l'ouverture du parc. Alors, le petit parc zoologique a quand même été utile, parce que moi, c'est là où j'ai appris mon métier aussi. Alors, je me suis mouillé. Je me baignais avec les otaries. Il y avait une piscine avec des otaries. Qu'on a ultérieurement remplacée parce que la piscine n'était pas assez grande et que Thoiry n'était pas un lieu de présentation pour des otaries. Il faut des très grands bassins. Bon. Donc, j'ai supprimé les otaries, mais je me baignais avec. Il y avait 3 otaries dans la piscine. Alors, l'inconvénient, c'est que elle mange du poisson. Le poisson, c'est huileux, donc il y a une petite pellicule d'huile sur l'eau, et quand vous sortez, vous sentez le poisson. Mais alors, faut prendre une douche, 2 douches, et l'odeur reste quand même. Alors, un soir, j'ai pris ma douche, et puis je suis allé à un grand dîner qui était donné dans un hôtel particulier à Paris, où il y avait vraiment des gens très chics et certains assez snobs. Et tout d'un coup, ma voisine de table dit « C'est curieux, ça sent le poisson ici, pourtant il n'y en a pas au menu. » C'est moi. J'ai rien dit. Et un jour, j'avais été à un grand dîner, j'étais un peu bousculé, j'ai eu que le temps de mettre mon smoking. J'avais 23, 24 ans à l'époque. Et ma voiture démarrait pas. Je suis arrivé avec un camion de foin dans la cour où il y avait des Rolls et des choses comme ça. Moi, je suis arrivé avec mon truc plein de foin, ma camionnette plein de foin. J'ai eu un certain succès, je dois dire. À contrario. Et puis, alors, il y avait un homme fabuleux qui était le garde-chasse dont on a parlé. Et je vais redire mes liens avec lui. C'était un homme à qui manquait des doigts, qui avait l'ésophage qui court-circuitait la moitié de l'estomac parce qu'à la guerre, il racontait, il disait, je me suis retrouvé avec un Allemand au bout de mon fusil, je pouvais le descendre, mais je me suis dit, mais ce pauvre type, il m'a rien fait. Et j'ai hésité de tirer, l'autre, il n'a pas hésité, il avait une grenade, et je me suis retrouvé à l'hôpital. Dis-moi, un garde-chasse avec le fusil en main, j'ai pas tiré. Et puis je me suis fait avoir. Et
Il avait 300 livres de science-fiction dans sa bibliothèque. Il élevait très bien ses 4 enfants. Il n'avait pas son certificat d'études, mais c'était un philosophe. Et on parlait philosophie avec lui. C'était vraiment un homme formidable. Et je lui ai dit, Nicolas, il m'a aidé à créer le parc, parce qu'il avait un bon sens, un sens des animaux, l'observation étonnante. Et je ne sais pas si je vais raconter l'histoire de l'ours polaire qui s'était échappé. Il avait toujours le bon réflexe. Et l'ours polaire, il s'est retrouvé à nettoyer la cage avec un ancien jardinier de Lannoy. Et tout d'un coup, un autre employé nouveau et pas très malin a ouvert la trappe et Narvik, le grand ours blanc, 3 mètres de haut, 800-900 kilos, sort et la porte était derrière l'ours. Il y avait l'eau derrière, des murs de 3 mètres, coincés. Il a eu le bon réflexe. Il a pris sa casquette parce qu'il a toujours voulu rester en uniforme de garde-chasse, parce qu'il était très fier de garde-chasse. C'était sa qualification. Donc, chef animalier était toujours en garde-chasse. Avec des pantalons bouffants. Il prend sa casquette, il fonce sur l'ours, et puis il lui tape sur le nez en lui disant « Toi, tu rentres !» Il rentre. Puis il y avait l'autre qui était avec son balai de Lannoy. Il dit « Toi, tu sors !» Il le prend par le bras, il le tire. Et l'ours est rentré, puis il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ?» Il y a deux proies faciles que j'ai laissé échapper. Et il ressort pour les attaquer. Et il a fermé la porte derrière le garde-chasse et de Lannoy. Il avait toujours le bon réflexe. Nicole aussi, qui lui a succédé plus tard, qui était chef technique et chef animalier, avait aussi par rapport à ce réflexe. Éric Deleuze, l'actuel chef animalier, a toujours le bon réflexe. Si un animal s'échappe, il y a un problème et autres, je ne dis rien. C'est eux qui réagissent parce que je sais qu'ils réagiront mieux que moi. Et ça, c'est pas une question. Mieux que je dis, ouais, maintenant c'est plus moi qui le dis, mais et la veto aussi, on va les laisser. Ils ont le sens. Donc c'est à eux de décider, c'est eux qui commandent pour s'adapter à une situation difficile. Donc voilà les débuts de Thoiry. On ouvre en mai 68. C'est un grand succès. Mais en mai 68, il y avait les événements qu'on connaît et plus d'essence. Alors, tant qu'on a eu de l'essence... Alors, Dominique Perrin avait fait toute une fête, mais quand on ouvre au public, c'était le début mai, 12 mai. Alors, j'étais là pour attendre le premier visiteur, évidemment. Est-ce que les gens viendraient ou viendraient pas? Ils sont venus, à tel point qu'ils avaient bouché toutes les routes autour. Et donc, c'était le succès. Et tant qu'ils ont eu de l'essence, les gens sont venus. Il n'y avait plus d'essence, là, c'est un peu baissé. Puis moi, j'avais un problème, c'est que il n'y avait plus d'essence, nous non plus, on n'en avait plus. Et du coup, on ne pouvait pas nous livrer de la nourriture, ni aller en chercher. Sur Paris, c'était pas la peine, il n'y avait plus rien, mais il fallait aller en Normandie, il y avait ce qu'il fallait, mais il fallait de l'essence pour y aller, et puis une protection. Alors, le jeune directeur de l'époque est allé à Gennevilliers voir et où il y avait un piquet de grève CGT qui bloquait la raffinerie. Il a dit voilà, on a un gros problème, on a des animaux et puis on n'a plus d'essence pour aller chercher la nourriture, ça peut être très grave, et puis on a besoin d'essence parce qu'il y a les voitures qui gardent les lions, les différentes tribus de lions et les empêchent de se battre, et s'il n'y a pas d'essence, on est obligé de garder les lions enfermés au moment même, il faut qu'ils apprennent à cohabiter. Et le patron de la CGT du piquet de grève a dit « Les conneries des hommes ne doivent pas nuire aux animaux ». Alors, il a pris son téléphone, il a appelé la gendarmerie en disant « Vous m'envoyez 2 motards », c'était très amusant parce que c'est eux qui commandaient, 2 motards, j'envoie un camion d'essence au parc de Thoiry. Mais il faut qu'il soit accompagné, sinon on va se faire attaquer. Et les 2 motards ont accompagné le camion d'essence pour le mettre dans nos citernes et empêcher qu'il soit attaqué, parce que les gens faisaient n'importe quoi pour essayer Ils en étaient attaqués, les camions les rares camions qui transportaient de l'essence étaient attaqués. J'avais déjà eu une aide d'ailleurs de la CGT, j'avais oublié ça, c'est quand les premiers animaux que j'ai eus à Thoiry, alors vous pourrez couper, bon, les premiers animaux qui sont arrivés dans le parc zoologique de Thoiry, c'était des ours.
12 ours de races différentes. Parce que je voulais avoir quelque chose que personne d'autre n'avait. Donc j'ai pris ces 12 jeunes ours. J'étais inexpérimenté, le zoo de Hanovre avait élevé 12 jeunes ours ensemble. Il s'est dit quand ils seront adultes, ils vont se taper dessus. Ce jeune ne connaît pas. Dans 5 ans, il va être emmerdé, mais nous, on sera libérés du truc. Donc je reçois tous mes ours. Ils arrivent vendredi soir, gare de la Chapelle, la gare ferroviaire. Et il y avait Narvik, l'ours blanc, qui était dans sa caisse et qui secouait le wagon parce qu'il n'était pas content d'être enfermé. Oh, quand il a vu ça, le patron des cheminots a dit « Moi, je ne veux pas garder cette saloperie-là pour le week-end, c'est trop dangereux. » Et il a appelé le vétérinaire qui était chargé des contrôles sanitaires. « Je suis en week-end, tu reviens. Tu reviens et tu nous fais le papier pour... moi, je ne veux pas garder ça ici. » Bon, donc le météo est revenu, a signé le papier et dans la nuit, on a ramené les caisses avec les ours à Thoirier. La maison n'était pas tout à fait finie. C'est-à-dire qu'il fallait un temps de séchage de béton de 3 jours. Sinon, on risquait d'avoir une remise en cause de la solidité des grilles.